Ouais, ça va bien et toi? Ça va, merci. Je t'avoue que j'ai le camion de poubelle qui est en train de passer devant chez Joe, c'est parti. Joe Wilfried Evrard Tsonga. T'es né le moi. 17 avril 87 au Mans. S'il y a des trucs qui sont pas bons, t'hésites pas à me dire, hein. Tu mesures 1,88 pour 93 kilos. Pareil en période de confinement, même poids. Non, en période de confinement, en général, ça monte un petit peu. C'est automatique. Prise de muscle ou prise de poids tout Non, court? non, mais souvent, on prend toujours un peu de poids parce que c'est vrai quand on est en période où on joue beaucoup, on est quand même ultra affûté. Moi, j'ai tendance à prendre beaucoup, donc c'est difficile vraiment de garder le poids, mais c'est vrai que en règle générale, je prends toujours un petit peu quand j'arrête de jouer. Mec. T'as une sœur et un frère. Tu dis être un mélange de la force de ton papa, Didier, ancien handballeur professionnel, meilleur joueur d'Afrique centrale arrivé en France en 76, et la gentillesse de ta maman, Yveline, institutrice. Au plus grand regret de ta maman, tu n'as jamais passé ton bac, jeune chenapan. Tu as gagné pas mal de crosses à l'école et tu as goûté à de nombreux sports avant de te fixer. A priori, tu t'es pas trompé. Tu as été numéro 2 mondial junior, tu as gagné l'US Open chez les jeunes, cinquième joueur du monde à ton meilleur en 2012. Tu as remporté 18 titres jusqu'à présent. Tu as fait partie de la campagne victorieuse de la Coupe Davis en 2017 et tu as ramené une médaille d'argent à la nation au JO de Londres en 2012 avec Mikael Yodra. C'est surtout la finale à l'Open d'Australie 2008 qui te révèle au monde du tennis après avoir balayé Rafael Nadal numéro 1 à l'époque en demi-finale. Premier joueur tricolore de l'Air Open à disputer 5 fois les demi d'un Grand Chelem. Avec Berdych et Wawrinka, vous êtes les trois à avoir battu le Big Four en Grand Chelem. Tu as aussi gagné 4 titres en double. Tout ça aurait pu ne jamais voir le jour, victime d'une hernie discale en 2005 à 18 ans. J'ai d'ailleurs une photo avec toi, Joe, au futur de Nevers, 2 ans avant, je crois. Tu devais avoir 16 ans. J'étais ramasseur de balles. Tu as été élu joueur révélation de l'année en 2007 et meilleure progression en 2008 par l'ATP en passant de la 38e à la 6e place mondiale en ayant manqué presque la moitié de la saison. Aujourd'hui, tu es coaché par Thierry Assion et Sergi Bruguera. Tu es marié depuis juillet 2018 et tu as un petit bout de chou avec lequel tu montes un groupe de rock, Sugar, né en 2017. Tu reconnais une passion pour la pêche qui te permet de faire la sieste au grand air. Ta maman te qualifie de réservé et observateur et que le secret de ton charisme tient en un mot, selon elle, l'empathie. Est-ce que on doit ajouter quelque chose de majeur que j'ai pu oublier, Joe? Je suis impressionné. Je suis impressionné. Bon, il y a deux, trois commentaires de ma mère là qui sont complètement faux, mais bon. Ah, je suis impressionné. Franchement, vous êtes hyper bien renseigné là. Il y a pratiquement tout. Bon, ouais, il manque deux, trois petites choses de la vie normale, mais ça, vous pouvez pas savoir, c'est logique. Est-ce que tu peux nous refaire la genèse, à savoir comment tu es venu au tennis? Alors en fait, mon papa était initiateur de tennis. Mon papa avait des super qualités physiques, des aptitudes sportives assez incroyables. Il savait faire beaucoup, beaucoup de choses. Et il s'est mis au tennis à 27 ans. Il a passé un petit diplôme d'initiateur pour arrondir les fins de mois le mercredi et le samedi. Euh, Parce que étant immigré, voilà, c'est pas si simple que ça. Il faut travailler pour s'en sortir. Et du coup, voilà, quand il allait faire ses cours, il me mettait contre le mur. Souvent, c'était dans un petit village de 150 habitants où il y avait un mur et un terrain de tennis qui était tellement bombé qu'on voyait pas l'adversaire en face. Et lui, il donnait ces cours-là. Bah, moi, je jouais contre le mur. Et quand il a vu que je commençais à renvoyer la balle comme il fallait, il m'a intégré dans ses cours de tennis. Il a vu que j'avais un peu de, voilà, que j'avais des aptitudes pour ce sport. Et puis il m'a inscrit dans un club de tennis où il y avait des profs, comment dire, qui avaient le brevet d'État. A priori, tu faisais pas mal de sport à ce moment-là. Tu gagnais des crosses à l'école, tu étais assez athlétique. À quel moment, tu devais aimer plusieurs choses. Qu'est-ce qui t'a fait trancher finalement? En fait, ouais, j'étais bah, du coup, j'ai eu de la chance, parce que je pense que j'ai hérité pas mal des aptitudes de mon papa pour le sport. Et du coup, j'étais bah, relativement doué dans dans tous les sports
auxquels je participais, j'avais tendance à bien me débrouiller. Et ce qui m'a fait choisir finalement, je pense que c'est le regard de mes parents, enfin surtout de mon papa, parce que ma maman pas spécialement, mais le regard de mon papa surtout qui m'accompagnait nulle part ailleurs qu'au tennis. Pour lui, c'était vraiment un sport qui allait m'aider à m'intégrer dans dans la vie en fait. Ouais, ouais, qui allait m'intégrer dans la vie, dans tous ses sens, sociétal, le dépassement de soi, le respect des autres, tout ça. Il considérait que les valeurs du tennis avaient énormément à m'apporter. Et du coup, le fait de le rendre fier quand je jouais bien, je pense que ça a été déterminant dans le choix du sport que j'ai fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous situer ta progression au classement français de non classé à numéroté, même à numéro 1 français, tiens. Ouais, alors j'ai été non classé dans un premier temps, 32, 15-4, 15-2, 15, 1-6, -4 intermédiaire, -15, numéro 35 ou 36, numéro 35 ou 36. Et après, numéro 35, numéro 36. Après, j'ai dû être 8 peut-être. Et puis numéro 1. Et puis après, j'ai fait le chemin. Je suis en train de faire le chemin à l'inverse. 2073 non classé. Je sais pas si je serai non classé. Bah, il va se passer un peu de temps avant que je sois non classé, mais c'est possible, c'est possible. C'était 15-1-6 ou 15-1-6 que tu as fait ou tu as pas mal, tu as fait un gros bond, non? Oui, j'ai fait un gros bond entre 15 et un 6. En fait, j'étais dans un centre, dans un pôle France qu'on appelait à l'époque les pôles France à Poitiers. Donc, c'est un sport-études où finalement tu vas à l'école le matin et tu fais du tennis et du physique l'après-midi. C'était un programme à travers la fédération qui regroupait en fait les meilleurs Français dans 3 ou 4 pôles en France. Et donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie d'un de ces pôles. Et puis honnêtement, j'étais pas le meilleur de mon année d'âge, voire même des années d'âge en dessous de moi. Ok. Et surtout, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais une vie à côté du tennis très remplie. J'avais plein de copains. Je, j'avais plein d'activités. J'adorais aller en cours pour retrouver tous mes amis, tout ça. Et puis, dans mon petit village aussi, j'avais plein d'autres amis. Donc, pour moi, c'était vraiment difficile d'aller dans un centre, de me couper de chez mes parents à 350 bornes à peu près du foyer familial. Et donc, les premiers mois ont été hyper difficiles. Le directeur de la cellule a fini par dire à mes parents et me dire, bon, bah voilà, il va falloir que vous rentriez chez vous parce Ah que oui, ça se passe pas très bien. c'est incroyable. Joe, il a du mal à s'intégrer. Surtout, voilà, bon, bah, l'école, ça se passe moins bien que ça se passait quand il était chez lui. Le tennis, bah, ça va pas trop. C'est difficile pour lui. Et puis, donc, il nous a dit que bon, que ça allait être le dernier tournoi et puis qu'ensuite, j'allais rentrer chez moi. Mes parents avaient plus ou moins tout préparé chez moi pour que je retourne à l'école. Et puis, en fait, sur ce dernier tournoi, alors qu'on va dire que j'étais 15 et que je perdais à 15-1 ou 15-2, j'ai perfé jusqu'à 1-6 et j'ai fait un score honorable à -4-6. C'est bon Et, ça. euh, et puis, finalement, ça a changé un peu le cours des choses. Le responsable, qui était Dominique Poy à l'époque, évidemment, m'a dit que ce serait peut-être une bonne idée finalement de rester. Ouais. Et je pense que ça a été un choix judicieux. Et puis après ça, c'est vrai que j'ai complètement explosé. J'ai vraiment changé. Ce qui a été déterminant en fait pour moi, c'est que je jouais pas beaucoup en fait avant d'aller dans ce pôle France, parce que je faisais beaucoup d'autres sports, je faisais beaucoup d'activités et je me contentais de faire des tournois et 1 ou 2 entraînements par semaine. Et quand je suis arrivé en pôle France, en fait, ce qui a été difficile, c'est que j'étais en pleine croissance et j'ai commencé vraiment le rythme avait complètement changé pour moi. Je suis Ouais. passé de jouer, on va dire, allez, 4 heures d'entraînement par semaine, 4-5 heures d'entraînement par semaine, à jouer pratiquement 2 heures au minimum 2 heures par jour. Et donc j'ai pris 10 centimètres et 15 kilos la première année à Poitiers et j'ai complètement explosé. Et c'est là que j'ai commencé à battre
les joueurs de mon âge, gagner des tournois internationaux, et puis me lancer dans cette aventure qui me tient en haleine jusqu'à aujourd'hui. C'est bon ça. Ce qui est marrant et étonnant, c'est que tu es un des rares que j'ai interviewé qui me confie que ça n'a pas été simple en partant de chez lui, alors que ça paraît tellement normal que de quitter le cocon Ouais. familial, les potes, tout ça, c'est un peu compliqué. Au début, j'essayais de dire quel a été le truc le plus compliqué dans ta jeunesse et tous m'ont dit, bah non, mais c'était tellement une évidence que pour moi, c'était pas un sacrifice. Du coup, j'ai arrêté de poser cette question, tu vois. Et toi, finalement, tu l'as un peu vécu, ce qui paraît quelque part assez. Moi, mais en fait, parce qu'en fait, ça m'a marqué un peu jusqu'à aujourd'hui, quoi. Je pense que ça a été réellement un vrai choc pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une enfance, on va dire, dorée, puisque je manquais de rien. Bon, mes parents avaient une très bonne situation. Ils étaient tous les deux professeurs. Mon papa était professeur de physique-chimie, ma maman était institutrice spécialisée pour les enfants en difficulté avec des problèmes sociaux ou des handicaps. Et du coup, bah, c'est vrai que, comme je disais, j'ai eu une enfance dorée où je manquais de rien, j'allais en vacances, j'avais des potes en veux-tu, en voilà. Et du coup, bah, ma vie était super et je suis passé d'une vie super à devoir reconstruire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était bah, construire une carrière de tennis, en fait. Ouais. Et même si je me suis fait énormément de potes aussi, évidemment, tout au long de mon trajet, tout au long de ma trajectoire tennistique, bah, c'est vrai que ça a été une fêlure un peu dans mon adolescence et quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, de devoir quitter un peu le cocon familial et mon environnement de jeunesse. Et à ce moment-là, quand tu commences à jouer 2 heures par jour et à mettre les bouchées doubles, tu rêves de quoi un peu secrètement que tu confies pas forcément au coach et aux copains, mais toi, c'est qu'est-ce qui t'anime au fond? Honnêtement, il y avait beaucoup de choses qui m'animaient. Je pense que je suis je suis une personne qui est pleine de paradoxes. Bon, déjà, j'ai grandi dans un tout petit village au fin fond de la Sarthe, en étant, euh, en étant métissé. Donc déjà, ça, c'est un paradoxe, parce que mon papa était peut-être le seul noir du village. Je viens d'un tout petit village au fin fond de la Sarthe et je suis devenu joueur de tennis professionnel, à vivre bah, dans les grands hôtels, dans des avions, dans les plus grandes villes du monde et à côtoyer des gens que même pas une seconde j'aurais imaginé avoir à moins de 100 mètres de moi. Donc voilà, donc ma vie est un paradoxe et j'ai vécu une aventure assez particulière. Sportivement, du coup, c'était quoi le Graal? Sportivement, je pense qu'en fait, c'est une histoire d'étapes. Souvent, on nous demande quel est ton meilleur souvenir, mais en fait, le tennis, c'est une succession en fait de grandes joies et de désillusions. Ce que je veux dire, c'est que c'est des joies que j'ai vécues en gagnant mon premier tournoi international, on va dire, à 14 ans. Je peux pas considérer que c'est moins que d'avoir gagné, je sais pas moi, même Bercy. Je peux pas considérer que c'est moins. C'est émotionnellement, c'était hyper fort les deux parce que c'est à chaque fois une consécration. Et franchement, ça a été une succession justement de consécration, de désillusion, de moments de détermination, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de folie. Et voilà, et moi je prends plus le truc comme un truc global où aujourd'hui je me dis qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que j'ai kiffé et j'espère qu'est-ce que je kifferai par la suite. Et à cet âge-là, juste quand tu as 14, 16, c'est Roland ou numéro un, ton, ta quête ultime ou c'est autre chose, tu as une autre vision? En fait, pour être honnête, quand j'avais 14 ans, euh, on doute forcément toujours de ses capacités en se disant est-ce que je vais être capable ou pas, mais ce que j'avais au fond de moi, c'était je sais pas si j'en suis capable ou pas, mais en tout cas, c'est à cet endroit-là que j'ai envie de viser. Et moi, j'avais envie de tout gagner. J'avais pas envie de me poser de questions. J'avais envie d'être numéro un mondial. J'avais envie de gagner la Coupe Davis. J'avais envie de gagner les Grands Chelems, de gagner tous les Master Series. Je voulais tout gagner en fait. Mais c'était qu'un rêve au départ et j'avais des doutes.
J'avais des doutes sur ma capacité, évidemment, à le faire. Par contre, j'avais pas de doute sur ma capacité, en tout cas, à me lancer dans ce projet-là. Chez les juniors, c'est quoi ton meilleur souvenir sportif? Alors, il y en a eu pas mal. Alors, il y a eu deux, on va dire deux vraiment temps forts dans mon adolescence. J'ai gagné les championnats d'Europe moins de 16 ans. Et dans ces championnats d'Europe moins de 16 ans, pour te faire un peu une petite image, il y avait des joueurs comme Berdych, Baghdatis, Gasquet, Wawrinka, Nadal, Almagro, Rimeno Travers. J'en oublie plein. Je sais pas, il y avait Ross Hutchins qui aujourd'hui travaille pour l'ATP. Il y avait Florine Mergea, Oria Teko. Franchement, il y en avait tellement qui aujourd'hui, en fait, on a joué ensemble après sur le tour. Et donc, ça a été un moment assez fort parce que j'avais battu Marcos en finale, j'avais battu Berdych en demi, j'avais battu, je crois, Rafa en quart et c'était sur terre. Donc, c'était voilà, c'était un gros truc, quoi. Au moins, je pourrais au moins me vanter de ça, tu vois. Et puis, donc ça, c'est exceptionnel parce que c'est vraiment la victoire qui m'a permis de me dire, ah ouais, je crois que, en fait, je crois que je peux peut-être aller chercher vraiment des gros trucs plus tard. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu un peu la consécration à l'US Open Junior où je gagne contre Marcos encore en finale. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa chez les jeunes dont tu te souviens que tu pourrais nous partager? Ce qui est difficile, c'est quand tu me poses la question comme ça, je, 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 je cherche, tu vois. Alors que si je discute avec Richie, on va forcément trouver plein de trucs à se raconter sur les années passées. Parce que dès qu'on lance un sujet, ça revient hyper facilement. On était en internat à Roland-Garros avant, au centre d'entraînement national, avec Gilles et Gaël et voilà, et on avait tous nos petites manies, nos petites façons de faire. C'était marrant un peu de se découvrir voilà, dans la vie normale. Puis souvent, avec Gilles, je me rappelle, on se retrouvait en haut du central de Roland et on se racontait un peu des anecdotes de tennis et on se disait, imagine, un jour, tu es en train de jouer en bas, là, tu fais un passing, bout de course et t'es comme ça. C'était en haut de la foule et tout. Et puis, on se faisait rêver, quoi. On se faisait rêver. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, bah, on va dire, 2 ans, 3 ans après, bah, on y était. Et puis, on faisait les fous sur ces terrains-là. Donc c'est Incroyable. chouette. Est-ce que tu avais conscience pendant les juniors de la chance que c'est d'être sur le circuit sans payer, d'avoir les meilleures conditions? Tu es là en grand chelem sur les deuxièmes semaines avec les tout meilleurs. Enfin, c'est incroyable, quoi, quelque part. Oui, alors c'était perturbant. C'était perturbant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On pensait pas une seule seconde. Au départ, quand tu te lances dans cette aventure-là, tu joues, t'aimes le tennis, t'es hyper content de faire ton sport, t'as plein de copains, tu te régales, mais c'est vrai que tu penses pas forcément à ces choses-là et en fait, c'est seulement quand elles sont devant tes yeux que tu te rends compte un peu de ce qui est en train de se passer et quand tu te retrouves à l'Australian Open et puis bah, tout d'un coup, tu croises Agassi dans le couloir, tu te dis waouh, là c'est voilà, là c'est sérieux. Ce que je fais, c'est déjà sur le chemin entre guillemets. Et puis ça donne envie parce que tu les vois, ils sont pleins de charisme, plein de confiance. Et c'est beau à voir. Donc oui, dans ces moments-là, ça a été pour moi, c'était un peu comme être aux zoo, quoi. J'avais l'impression que je découvrais des spécimens que j'avais jamais vus, quoi. Comment tu as vécu ce coup d'arrêt pas évident, le coup de la hernie discale en 2005? Tu as 18 ans, du coup, tu es à la fin des juniors. Comment ça s'est passé? Mm. Ça a été très très difficile pour moi. Je pense que ça reste une période où il faudra que j'écrive peut-être un jour un livre pour raconter un peu les états d'âme, par quoi je suis passé, comment j'ai réagi à tout ça, les peurs que j'ai eues parce que j'avais entre guillemets, je venais d'arrêter l'école. Ça faisait déjà 1 ou 2 ans que j'avais un peu décroché à l'école.
Ouais. Et puis, il te dit juste, bah voilà, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Et finalement, c'est des questions normales pour un jeune de cet âge-là, en fait, parce que même ceux qui font des études, ils se demandent ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire et tout ça. Mais moi, c'était exacerbé par le fait d'avoir arrêté l'école et de me dire, je vais devoir y retourner. Et puis, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai déjà choisi, moi, ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et tout d'un coup, à 19 ans, c'est comme si on me mettait une barrière devant en me disant, bah en fait non, ça, tu feras pas ça, t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Et donc c'était hyper frustrant et ça a été une période hyper difficile. Mais j'ai dû réapprendre à marcher presque parce que j'arrivais plus à écarter les jambes. Chez le kiné, dans les bassins, pour bah, pouvoir écarter les jambes dans le bassin tranquillement. Sans avoir le poids du corps sur les vertèbres. Ça a été chaud, ça a été chaud, mais ça a été vraiment une expérience positive avec le recul. On va dire que quand j'étais jeune, tout à l'heure tu me demandais si je me rendais compte de tout ce qui se passait. Je pense que j'étais dans le truc, je me sentais bien, j'étais heureux, je voyais des choses incroyables, mais je me rendais pas forcément compte que j'avais de la chance de faire ce que je faisais. Et c'est évidemment quand bah, ce rêve-là il commence à s'échapper que tu réalises beaucoup de choses. Et je pense que ça m'aura aidé quand même pour la suite, pour mettre dedans, être vraiment déterminé et, et essayer d'atteindre mes objectifs et mes rêves. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP, ce que tu as ressenti? Ah bah j'étais super fier, parce que tout d'un coup je faisais partie, voilà, je faisais partie de cette grande famille des joueurs qui ont un point ATP. Et à l'époque c'était comme trouver un lingot d'or quoi. J'avais 16 ans et demi. Ce qui est fou, c'est que j'arrive plus à me rappeler du nom du futur, mais je le connais en plus. C'était du côté de Toulouse, là-bas, dans les Midi-Pyrénées. Bannière de Euh, Bigorre? Bagnères de Bigorre. Yes. Allez là. Bagnères de Bigorre. Et en fait, je joue les qualifs, je me qualifie, et dans le tournoi, je bats plusieurs joueurs, dont Biff. Biff qui avait quand même 4 ans de plus que moi. Donc, et qui était un super niveau, hein, c'était des super joueurs déjà, qui étaient 350e mondial ou 400e mondial, 450e mondial. Donc, pour moi, c'était incroyable. Non classé, je bats un joueur qui est 400e mondial, 450e mondial. C'était des grosses performances. Ouais. Et j'avais perdu contre Nico Mahut, 6-4, 6-4, je crois, en demi. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai pas pris un point ATP, j'en ai pris 8 d'un coup, en fait. Ah Et ouais. donc, Bilingot d'or. c'est ça. Donc là, c'était une mine d'or carrément. J'étais comme un fou. C'était exceptionnel. Voilà. Euh, c'est tellement précieux ces points ATP quand tu as envie d'être joueur de tennis professionnel que j'étais vraiment heureux. Comment tu as vécu cette traversée un peu de la jungle des futurs pour arriver jusqu'au Tchal? Franchement, je crois que c'est la plus belle aventure que j'ai vécue dans ma vie. La grosse aventure, elle est exceptionnelle, tout est incroyable et tout, il se passe vraiment des choses super. Mais ce que j'ai vécu en allant chercher les points dans des pays lointains, je pense que cette richesse-là, ça n'a pas de prix parce qu'en fait, j'ai voyagé à Guayaquil, en Équateur, j'ai voyagé au Chili, au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Russie. Je suis allé dans des endroits, on va dire, improbables, quoi. Et tout ça, genre en Jamaïque, la Jamaïque, quoi. Respect, man. Non, mais c'était incroyable. You want some good grass, man. Ouais, c'est des fous. Et quelque part, c'était pas encore vraiment professionnel. Donc, à la fois, je vivais le tennis à fond et à la fois, je me régalais, quoi. Je profitais de la vie, je découvrais des endroits, j'apprenais à connaître des gens différents avec des cultures complètement opposées à la mienne. Et c'était magique. C'était magique. Je me suis fait trop de potes aussi parce que c'est vrai que bah, sur le circuit ATP, on va dire que c'est un enfin le haut niveau, on va dire les 100 premiers. En fait, c'est un grand cirque qui se déplace de ville en ville où finalement tu croises toujours les mêmes personnes. Tandis que de la millième la 1300e place mondiale, bah, il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de gens à découvrir, beaucoup plus de cultures à découvrir, de pays. C'était enrichissant, franchement, c'était top. À travers tous ces voyages dans les pays improbables, est-ce que tu te souviens de ta pire galère?
dans ces tournois qui parfois ont des conditions un peu différentes, on va dire. Ouais, alors ma pire galère, c'est qu'à l'âge de 18 ans, juste après les juniors, je devais partir dans un tournoi. Et en fait, il y avait personne pour m'accompagner. Donc, pas d'entraîneur, pas de truc, et donc tout seul. Ouais. Mes parents ne pouvaient pas. Et donc je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelle Togliatti, en Russie. Ok. Togliatti, en fait, c'est à 2 heures de Samara en voiture, qui est à 4 heures d'avion de Moscou. Alors, Togliatti, c'est une ville, comme on n'a pas l'habitude d'en voir ici, Vladivostok. vraiment reculée. Il y avait énormément. Ah la vache. On peut couper et revenir? Enfin, Ah oui. je peux revenir dans 30 secondes? Ouais, ouais, J'arrive, j'arrive, je te raconte. Ah, elle est incroyable. yes. Le chien. Mimi, tu dis bonjour. Comment tu l'as appelé? Mia. Ah, Mia. D'accord. J'avais compris Émilie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre pour un chien, ça. Émile. Genre une histoire derrière tout ça. Non, Émilie. Je me suis dit, il doit y avoir une histoire derrière tout ça, un truc sordide. Donc Ah oui, oui. donc je te racontais. Donc je me retrouve à Togliatti, donc une ville à 2 heures de voiture de Samara, qui est à 4 heures d'avion de Moscou. Et donc personne pour m'accompagner. Mes parents étaient pas disponibles. J'avais pas d'entraîneur disponible à ce moment-là. Et donc moi, il fallait que j'aille jouer, il fallait que j'aille prendre des points pour continuer à progresser. Ouais. Et donc, je me voilà à 18 ans à aller au fin fond de la Russie, dans une ville fantôme en fait, avec que des alcooliques et des prostituées. Moi, j'avais réservé mon hôtel à l'avance, évidemment, puisque à ces périodes-là, je faisais plus ou moins tout seul. Donc, tu réserves tes billets d'avion, tu réserves tes hôtels, voilà, tu te débrouilles pour avoir ton matériel. C'est toute une logistique. Mais quand tu n'as pas assez de sous, bon, on va dire que tu peux pas déléguer toutes ces choses-là. Ouais. Donc, je me retrouve dans l'hôtel. Donc, je cherche l'hôtel. Et quand j'arrive à l'hôtel, je tombe dans un hôtel complètement délabré. En fait, c'était un hôtel de passe. J'avais en fait une porte avec un espace en dessous de la porte de, on va dire, une vingtaine de centimètres. Donc, j'entendais à peu près tout ce qui se passait dans tout l'hôtel et dans les couloirs. J'avais une fenêtre qui était cassée de, de long en large. J'avais des vieilles chaussettes sales dans les armoires et une horloge au-dessus de ma tête qui faisait tic-tac, tic-tac, tic. Et je devenais complètement fou. Et, pendant cette semaine, j'ai été hyper courageux parce que je me suis battu. Dans ce tournoi, je me suis battu sur tous les matchs. J'ai rien lâché jusqu'au bout et finalement, j'ai fini par gagner le tournoi 7-6 au troisième en finale, je crois, ou 6-4 au troisième en finale Incroyable. contre un joueur slovaque. Et donc, je suis super content et je me dis, c'est incroyable, je suis parti tout seul comme un guerrier au fin fond de nulle part. J'ai gagné le tournoi. Et donc la finale, c'était le dimanche après-midi. Donc, je me dis, bon, je vais me prendre, comme j'étais jeune et que j'avais pas beaucoup d'expérience, je me dis, je vais prendre mon billet d'avion pour ce soir, tranquille, pour rentrer à la maison. Ok. Puis, finalement, pas d'avion le soir même. Il y en a seulement un le lendemain matin à 8 heures du matin. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, hein, une nuit de plus ou de moins. Bon, tant pis, je vais retourner dans l'hôtel et puis je vais attendre demain matin pour partir. Donc voilà, le lendemain matin arrive, il y a un gars du club qui me prend en voiture, on fait 2 heures de voiture, on arrive à l'aéroport de Samara pour rentrer en France. Et en fait, quand j'arrive à la douane pour faire tamponner en gros mon passeport pour partir, il y a la guichetière, je sais pas si ça se dit, ou la personne qui est au guichet, Ouais. qui me dit passeport niet. Alors moi je dis comment ça passeport niet, il est tout neuf, je viens de me faire refaire mon passeport. Elle me dit passeport niet. Alors je regarde ce qu'elle est en train de me raconter puisqu'elle me parle en russe, elle parle pas anglais, donc je comprends pas ce qu'elle me dit. Ouais. Et je regarde le passeport et elle me montre avec le doigt, elle me dit passeport niet et en fait elle était en train de montrer la date de validité du visa que j'avais, qui en fait était expiré depuis 8 heures. Oh. Oh. En fait, j'avais pris le visa que jusqu'au dimanche, Ouais. par manque d'expérience.
Et en fait, le lundi, il était mort. Et donc, je lui dis, moi, comment je fais? On commence à discuter, sauf que je commence à dire, écoutez, ramenez-moi dans mon pays. L'avion, l'embarquement est à 20 mètres. Je prends l'avion et je repars chez moi et c'est bon. Et elle me dit, non, non, visa, niet. Et alors là, je me dis, bon, c'est quoi, j'ai vu ça dans les films et tout. Je sais comment ça se passe dans certains pays. Allez! Et je fais une connerie, quoi. Je fais une connerie, je lui tends un petit billet de 20 euros en me disant ça va passer, tu vois. Et là, elle appuie sur un bouton Oh. et j'ai 5 gardes qui arrivent avec des Kalachnikov, quoi, et qui m'entourent. Et là, j'avais ma coupe dans les mains, mon sac sur l'autre épaule. Ouais. Et là, je lâche tout, la coupe, elle explose par terre, machin, le sac. Et les gars commencent à me crier dessus en me pointant avec la Kalachnikov. Et là, je dis, désolé, voilà, je veux juste partir, j'ai rien fait. Et donc voilà, et donc je me retrouve, ils me disent de dégager évidemment, et voilà, et donc en fait, je me retrouve dans l'aéroport de Samara, tout seul, sans rien, et puis surtout, je rate mon avion, et donc je vais à Aeroflot, parce qu'à l'époque c'était Aeroflot. Elle est longue mon histoire. Ouais, Je vais à mais Aeroflot. elle est haletante. Je vais à Aeroflot. Bon, je t'avoue que j'étais pas serein. Et donc les dames, elles le voient, elles me disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Je leur dis voilà, j'avais mon avion, je devais partir, là je peux pas partir. Je dois changer mon visa, mais je sais pas où aller pour changer mon visa. Et elles me disent écoute, faut que tu ailles à l'ambassade. C'est quoi? Et on Et flotte? J'ai pas suivi. C'est en quoi? fait, Aeroflot, c'est la compagnie russe Ah oui, d'accord. euh, Au bureau, quoi. qui est plus ou moins associée à Air France ou qui l'était, je sais pas. Et donc je vais voir parce que c'était la compagnie qui me ramenait en fait. Et donc je vais voir, elles me disent il faut que tu ailles chercher un passeport à l'ambassade, sauf que ça ouvre que jeudi. Donc là, on était lundi matin. On était lundi matin. Moi qui étais tout fier d'avoir gagné mon tournoi, de revenir avec la coupe en disant je viens de gagner un challenger, c'est incroyable. C'est un challenge. Voilà. Ah, pas mal. Ouais, c'était un challenger, c'était un 25 000. Ah ouais. Bon, coincé là-bas, quoi, devoir attendre jusqu'au jeudi pour avoir un visa. Donc voilà, donc j'étais pas bien. Et elles me disent, écoute, il y a une autre solution. Ce que tu peux faire, c'est aller à Moscou. Donc tu prends un avion pendant 4 heures, tu vas à Moscou, et de là-bas, peut-être que tu auras un visa plus vite, en fait. Ok. Donc finalement, j'avais pas beaucoup d'argent, mais bon, finalement, voilà, j'étais désespéré, donc j'avais envie de rentrer chez moi. Donc j'ai payé. Pour moi, c'était hyper cher à l'époque de prendre un avion comme ça, sans avoir de garantie que j'allais toucher quelque chose qui allait compenser. Et puis, du coup, j'ai pris cet avion. Je suis arrivé à Moscou. Moscou, je suis allé voir Aeroflot. Ils m'ont dit, il y a l'ambassade à 1 heure. La seule chose, c'est que l'ambassade, elle ferme dans 30 minutes. Donc là, je me suis retrouvé, voilà, à me dire, c'est pas possible. En plus, je vais dormir à Moscou. Je sais pas où je vais dormir. J'ai rien. Donc, et que j'avais que 18 ans. Donc, franchement, c'était difficile. C'était la première fois que je voyageais tout seul. Pas de téléphone Franchement, portable à ce moment-là? c'était pas de si, le téléphone portable, mais pas à l'étranger. Donc, ça coûtait hyper cher. Ça coûtait une fortune à l'étranger. Donc, Pas de si crédit? j'appelais 10 secondes, quoi. Et puis, Ouais. voilà, déjà dans la semaine, j'avais appelé 2 fois mes parents, 2 fois 30 secondes, quoi. Donc, t'imagines l'état de mes parents à savoir que je suis là-bas, que je peux pas rentrer, que j'ai pas de visa, tout ça. Bref. Et donc du coup, voilà, me voilà dépité devant les gens d'Aeroflot là. Et tout d'un coup, j'ai une dame qui me tape sur la main derrière et qui me dit, mon papa, il est un tel, il connaît tout le monde dans l'aéroport. Tu poses tes sacs et tu poses tes sacs là à la bagagerie et puis on va te chercher un visa là et tu pars avec moi dans le vol qui va à Paris parce que moi aussi, je suis étudiante à Paris et je vais à Paris. Ah putain, merci. Merci le destin. Et au début, je me dis merci. Mais en même temps, je me dis, mais ça se trouve, c'est une arnaque. Ça se trouve, je vais poser mes affaires, ils vont tout me voler, quoi. À toute Et gorge. donc au début, je me dis, ouais, c'est une arnaque. Enfin, je voyais la bagagerie, je me dis, waouh, c'est chaud quand même, je vais laisser mes affaires là, ils vont tout me prendre. Et finalement, je me suis dit, bon, perdu pour perdu, je tente ça. Et puis en fait, la nana, elle était vraiment super. Et elle m'a accompagné dans les bureaux de l'aéroport. J'ai eu un visa en 10 minutes. Waouh. Et j'ai pris le vol qui suivait pour Paris avec elle.
Et voilà, et en arrivant, je lui ai envoyé, j'ai pris son adresse, je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs. Beau gosse. Ouais, beau gosse. Bon, il y a pas eu Non? de, de petits dîners ou trucs comme ça. Rien du tout? Il y avait pas d'atome crochu, mais je lui je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs. Puis, tu la racontes pas mal. Mais c'est vrai, ce qui aurait été énorme, c'est que. J'en ai plein d'autres, mais bon, Ouais. voilà. Ouais. Honnêtement, les futurs et Challenger, c'était incroyable. C'était une aventure, c'était fou. Tu disais que tu l'avais bien vécu parce que ta progression a été constante et t'as pas trop galéré au final dans la progression au classement? Bah, en fait, si, moi j'ai galéré parce que j'ai été blessé. Ma blessure, ce qui a été difficile, c'est que j'ai eu des douleurs pendant 6 ans. Donc, j'ai même fait des performances incroyables avec ces douleurs, avec le fait de le matin me lever, mettre 10 minutes à me lever parce que j'arrivais pas, avec mon dos à me déplier, ce genre de choses. Mais en fait, comment dire, pour moi, c'était pas, comment dire, j'étais vraiment dans mon truc et je me sentais bien et même quand j'étais blessé, j'ai jamais perdu la foi, quoi. J'avais toujours envie en me disant, même quand et ça a toujours été, je pense que ça a été une de mes forces, c'est que là où les gens me disaient c'est pas possible, tu pourras pas le faire, ou ce que tu fais c'est pas bien, ça le fait pas. Moi je disais bah moi je fais ça et en plus ça va marcher. Et donc c'était un peu mon état d'esprit. Alors c'est un état d'esprit entre guillemets qui m'a permis voilà de casser des barrières, de faire des trucs incroyables. Et je pense à la fois qui m'a freiné aussi après arriver au plus haut niveau parce que j'avais tendance, pardon, pendant toute mon ascension, euh, bah, j'ai rencontré beaucoup de gens, alors des gens qui ont été super, et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut toujours faut toujours avoir un aîné. Il y a toujours derrière chaque personne, il y a un aîné, il y a quelqu'un qui est là et qui a donné des bons conseils, qui a été bienveillant. Euh, voilà, et c'est hyper important d'avoir des gens comme ça autour de soi qui peuvent nous donner de l'expérience. Et en même temps, j'étais voilà le petit gars qui venait de la campagne, qui avait entre guillemets, j'étais tout allé chercher quoi. Personne qui m'a jamais rien donné. Le tennis, c'est un sport individuel. Si tu veux être le meilleur, faut gagner. Ouais. Il n'y a pas le choix. Il y a personne qui va être là pour juger ta victoire. Une fois que tu as gagné, tu as gagné. On dit pas il a mal gagné, il a bien gagné. Non, il a gagné. C'est fini. L'histoire au tennis, elle est simple. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui te met sur le banc, il n'y a pas quelqu'un qui te dit bah, t'es bon, t'es pas bon. Non, si tu gagnes, t'es bon. Si tu gagnes pas, t'es moins bon. C'est comme ça, on va dire, c'est la dure loi de la nature, quoi. C'est vraiment, bah, quand t'es supérieur, et c'est, voilà, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose. Et jusque-là, j'étais tout allé chercher de moi-même, et donc après, pour ma carrière, on va dire, au plus haut niveau, ça a été difficile parce que j'ai eu du mal après à aller chercher des choses de l'extérieur. En tout cas, je l'ai compris que très tard. Ouais. J'avais l'impression que je pouvais tout réussir tout seul. Ok. Et ça aura été un peu un frein dans ma carrière. Je pense que si j'avais à changer des choses, je pense que ça aurait été une chose que j'aurais évidemment changé, c'est-à-dire essayer, en tout cas sur le niveau professionnel, parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'hyper ouvert, j'adore discuter avec les autres, tout ça. Mais sur le niveau professionnel, je me suis fermé un petit peu et je pense que j'aurais dû m'ouvrir encore plus tôt, voilà, aux anciens, aux coachs, aux mecs qui ont réussi, essayer de parler anglais beaucoup mieux pour pouvoir élargir vraiment mon spectre et être capable de voir plus de choses. Juste pour rebondir sur la confiance, on a fait un épisode avec Paul Quétin qui me sortait justement te concernant ton explosivité, ta puissance physique et ta confiance. J'aimerais savoir d'où elle vient selon toi, cette confiance innée. Il y a d'ailleurs une petite histoire que j'ai trouvée, encore une fois, de ta maman qui disait que quand tu étais petit, tu as sauté d'un toboggan parce que tu pensais que tu pouvais voler et que ça dégageait une certaine confiance à l'époque déjà de croire qu'on peut voler. Enfin, tu penses qu'elle vient Ouais. d'où comment tu l'as reçue, quoi? Je sais pas si c'est des stages-là, parce que j'en connais beaucoup des jeunes qui se sont jetés sans se dire, sans que ce soit une raison de confiance. Alors, c'est vrai que ma mère, elle aime bien trouver des signes un peu partout de ce qui s'est passé, de recoller les choses. Peut-être qu'elle a raison, peut-être pas, je sais pas, de mon ascension. Et puis, depuis que je suis tout petit, je me suis jamais dit que j'allais rater, quoi. Je me disais toujours, je vais faire ça parce que je veux faire ça et je vais le faire comme ça. Et puis, ça va marcher.
le gros truc, c'est que souvent, ça marchait très bien. Donc, je pense que ma confiance, elle s'est construite comme ça. C'est-à-dire que, à force de faire des choses par moi-même et de réussir, je me suis dit, peut-être que ma façon de faire ou ma façon d'être, c'est la bonne. Et donc, je vais continuer à me faire confiance et à faire comme j'aime sans avoir de complexe par rapport à ce que font les autres, comment ils sont. Voilà. À quel moment t'exploses du coup et tu sens que ça y est, le plafond de verre, il est pété, tu es en train de t'installer dans les 100? En fait, j'ai su très tôt que j'allais pouvoir être un bon joueur de tennis. Parce que, en fait, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à battre des top 10. Après, je me suis blessé. Donc, après, ça a été difficile. Ça a été beaucoup plus compliqué. Surtout que j'ai perdu beaucoup d'aptitude physique. J'ai perdu beaucoup de souplesse parce que mon dos, je pouvais plus tourner comme je voulais. Je pouvais plus bouger comme je voulais. Il y a plein de choses que je pouvais plus faire. Ouais. Mais avant ça, en fait, avant cette grosse blessure, j'avais déjà battu Ancic, Carlos Moya. Je servais déjà à 235 km/h. Je me déplaçais très vite. Je faisais partie de ces premiers joueurs qui glissaient sur les surfaces dures. J'ai su assez tôt que j'allais pouvoir faire, en tout cas, du tennis, une carrière professionnelle. À 20 ans, quand tu t'envoies ta finale à l'Open d'Australie, que tu marches sur Nadal en demi, 22 ans. à 22 ans, pardon. C'est monstrueux. Nous, on se réveille en France, on voit le résultat, on voit les images, le résumé, et on voit un Nadal qui est saoulé de coups. Et on se dit, putain, mais c'est monstrueux. On tient un joueur de l'espace en France, ça y est, tu vois. Il va leur marcher dessus. Et qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette demi si particulière, quoi? Sur cette demi, honnêtement, en fait, j'ai eu l'impression de rentrer dans moi, c'est-à-dire d'être celui que j'avais envie d'être en fait. Ok. Voilà. Cette demi, j'ai été celui que j'avais envie d'être à ce moment-là de ma carrière, c'est-à-dire j'avais travaillé très dur, franchement, pour casser le top 100, pour rentrer dans le top 50 après, et pour jouer tout simplement au tennis, j'avais travaillé hyper dur et j'avais envie de prouver à tout le monde que je faisais partie du lot, quoi, que tout ce que j'avais fait, que comment dire, le fait que j'ai pas été là avant, c'était ça l'erreur en fait. Ok. C'était ça l'erreur. J'avais été blessé, que ça a été difficile et tout ça, mais que le niveau je l'avais déjà. Et j'avais envie de prouver. J'avais envie de prouver à ma famille, à mes entraîneurs, au monde entier que j'étais un joueur de tennis et que j'étais bon. Et ce jour-là, j'ai été celui que j'avais envie d'être. Et malgré le fait que, comme je disais, le matin, quand je me levais, je me disais pas, ça va super bien, hein. Ouais. J'avais mal au dos, j'étais pas bien, mais voilà, j'étais dans la force de l'âge et du coup, il n'y avait pas grand-chose qui me faisait peur. Et sur ces 15 jours-là, tu peux nous refaire peut-être l'avant, juste avant, savoir où tu en étais et comment les planètes se sont un peu alignées, enfin comment tout s'est bien enchaîné pour toi. Cet hiver-là, en fait, j'ai pu m'entraîner comme j'avais envie de m'entraîner. C'est-à-dire que malgré le fait d'avoir mal au dos et tout, j'avais pu faire une énorme période foncière où j'avais vraiment bossé dur. Et en fait, je suis arrivé à Adélaïde et j'ai fait demi et j'ai battu Lleyton Hewitt. Donc, je l'avais déjà battu quelques mois auparavant en fait au Queens. Et donc, ça venait confirmer en plus que c'était même pas des coups de chance, quoi. Ce que je faisais, c'était, voilà, je joue bien aujourd'hui. Je fais Lleyton Hewitt, des joueurs comme ça. C'est les joueurs qui sont dans le top 10, dans le top 5, qui ont été numéro 1 mondial. Voilà, pour moi, c'était des références et les battre plusieurs fois de suite, ça veut dire, voilà, je fais partie du truc. Donc, même si mon classement c'était 40e, j'avais pas peur du mec qui était top 10, j'avais peur de personne, entre guillemets. Ouais. Et à Adélaïde, je fais demi, je perds contre Nieminen, je crois, à l'époque. Il faisait 45 degrés, c'était dur. Il jouait hyper bien. Mais je me dis, j'y suis, quoi. Je suis capable de faire 2, 3 performances en battant des énormes joueurs. Donc j'y suis. Le tournoi d'après, je vais à Sydney. Je perds au premier tour, mais en fait, je m'entraînais beaucoup avec mes entraîneurs entre les matchs. Et quelque part, c'était presque la logique que je perde tellement je m'entraînais et que j'étais fatigué. Ouais. Et je perds contre Andrea Seppi, qui avait mon âge,
juste un an de plus. Ça a été un peu un coup d'arrêt et je perds au premier tour, je crois, le lundi. Et là, je m'entraîne toute la semaine, mais comme un sauvage. Et voilà, Open d'Australie. Et là, le tirage se fait et je tire Andy Murray au premier tour. Ouais, Donc dur, il était déjà 7 mondial. calvaire. Je me dis, j'ai quand même pas de chance. En plus, c'est un jeune, donc c'est pas un 7 mondial qui est un peu fatigué ou qui, voilà, qui a des hauts et des bas. Non, là, c'est un jeune qui est en train de monter et il est 7 mondial parce qu'a priori, il va être dans, dans les 4 premiers. Voilà, c'était dur et en même temps, je me disais, mais attends, je me suis dit, voilà, il est même plus jeune que toi. Je vois pas, il y a pas de raison, quoi. Tu peux le faire, voilà, tu peux y aller. Et l'anecdote dans ce match-là, elle est assez incroyable, c'est qu'au quatrième set, on commence tous les deux à plus ou moins avoir des crampes. Et moi, je regarde mon coach dans les tribunes et j'ai mon coach qui me dit, euh, en me criant dessus, mon préparateur physique, qui était Cyril Brechbull à l'époque, qui me dit putain, on n'a pas fait tout ça pour rien, on s'en fout de tes crampes, il n'y a pas de crampes, ça n'existe pas les crampes et tout. Et là, je prends des goosebumps, tu vois, je prends Des frissons. la chair de poule sur le terrain. Je me dis, mais ouais, mais trop quoi, je suis trop une machine, j'ai trop fait des trucs de fou voilà, pour me plaindre ou me lamenter là, parce que j'ai des crampes, quoi. Donc, tu vas et tu joues, et puis voilà, et s'il faut mourir sur le terrain, on va mourir sur le terrain, c'est pas grave. Incroyable. Et du coup, je gagne en 4-7, 7-6 au quatrième à l'arrache. Voilà, et puis ça lance mon tournoi, et après, je fais le tournoi que je fais. Énorme. La finale, tu l'as vécu comment? Et l'après-tournoi, qui est peut-être pas forcément enfin, l'ascenseur, quoi, où tu es en finale, tu te dis c'est monstrueux. Bah, je pense que j'ai accusé un peu le coup aussi, peut-être un tout petit peu physiquement sur le dernier match. Ouais, Je pense que il y a plein de petites choses que si j'avais à refaire, j'aurais fait différemment et ça aurait certainement changé ma carrière. Je vais gagner un grand chelem. Je pense que si j'avais gagné ce jour-là, ça aurait tout changé, je pense. Ça aurait changé beaucoup de choses parce que déjà, pour la confiance, c'est monstrueux. Ensuite, financièrement, ça donne des capacités qui sont, voilà, où tout de suite tu rentres dans le, je suis pas là pour gagner ma vie, mais je suis là aussi, enfin, je suis plus là pour gagner ma vie, quoi. Voilà. ouais, Je suis là parce que, voilà, donc je pense que ça change aussi dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ça m'aurait permis peut-être de me structurer différemment, peut-être éventuellement même là je parle ouvertement, mais peut-être même de pas partir en Suisse. Parce que en fait, ce qui s'est passé au départ, pourquoi au départ je suis parti en Suisse. C'est parce que en fait, bah déjà, il y avait tous nos aînés qui partaient en Suisse. ouais. Tous les joueurs de tennis avant moi, ils partaient en Suisse. Donc c'est vrai qu'on était plutôt conseillés dans ce sens-là en disant le discours, même des anciens, c'était de dire il faut investir dans sa carrière en fait. Ouais. Et c'est vrai que bah, partir en Suisse, c'était la possibilité, entre guillemets, au départ de sauver une certaine somme des impôts, mais pas de la sauver pour soi, en fait. C'était de se dire, si j'arrive à sauver cette somme-là, je vais pouvoir l'investir dans ma structure, dans mes entraînements, dans ma façon, dans mon environnement, dans ma façon de voyager, dans les hôtels où je vais aller, dans les personnes qui vont m'accompagner pour me soutenir. C'était l'occasion en fait d'investir plus en fait dans ma carrière. Et en fait, bah, je suis parti en Suisse parce que au niveau financier, c'est pas si simple que ça en fait. Les gens pensent que bah, au départ, quand ils voient un jeune joueur qui réussit, oui, sur le coup, il gagne des sous. Mais ces sous-là, surtout au tennis, en fait, ils sont réinvestis. C'est pas comme dans un sport collectif où finalement les joueurs ils sont salariés d'un club, c'est de l'argent de poche qu'ils ont. Nous, Ouais. c'est pas de l'argent de poche. Nous, c'est de l'argent qui fait marcher notre entreprise. Ouais. C'est comme si vous disiez un chiffre d'affaires, aujourd'hui, Bénéfice. c'est du bénéfice. Non, du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Du chiffre Ouais. d'affaires, ça sert à faire tourner la machine. Après, on sort le bénéfice qu'on a à sortir. Mais en général, il y a beaucoup d'entreprises qui se reversent, enfin, qui payent beaucoup plus qui vont payer pour leur entreprise beaucoup plus qu'ils se reversent de bénéfices. Bien sûr. Et c'est Bien la normalité. Et donc, en fait, c'est ce pourquoi bah, beaucoup de joueurs, surtout français, partaient, parce qu'en fait, en France, on se retrouvait avec des feuilles d'imposition qui dépassaient les 70% d'imposition, et il nous restait plus rien, en fait, pour investir dans notre sport. Donc, on pouvait plus progresser autant, en fait. On avait l'impression de plus pouvoir progresser autant, de se mettre un peu des bâtons dans les roues.
Et donc, du coup, je suis parti. Alors que peut-être que si j'avais gagné, j'aurais eu assez d'argent pour me dire, bon, bah, j'ai pas besoin de partir ou quoi que ce soit pour investir, puisque j'aurais eu plein de sponsors automatiques, plein de trucs qui m'auraient permis, justement, de tout faire en même temps, quoi, de réussir de construire ma vie, et de construire ma carrière, voilà, et tout ça. Ça a été, cette défaite-là, elle m'a fait extrêmement mal dans tous les sens du terme. Ouais. Tu parlais de petites choses que tu aurais pu changer. Tu penses à un ou deux détails là, en l'occurrence? Ouais, alors, après, il y a plein de petits détails. J'avoue que à l'époque, j'ai fait venir mes parents juste pour la finale, par exemple. Ouais. Je pense qu'avec mes parents, on a un lien assez fort. J'ai jamais trop accepté en fait qu'ils rentrent trop dans ma carrière, qu'ils s'investissent trop, parce que le lien affectif était un peu trop fort et des fois ça me perturbait. Et je sais que pour la finale, je les ai fait venir et ça m'a perturbé parce que j'étais dans mon truc. Et je pense que psychologiquement, tout ça, je suis un peu sorti à ce moment-là de mon objectif premier, quoi. On était là à dire ah, c'est fabuleux ce qu'on a fait, alors que le fabuleux, on aurait dû se le dire après quand j'avais la coupe, quoi. Ouais. Tu vois, et je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, ouais, c'est fabuleux, c'est incroyable, tout le monde va participer à la fête. Non, non, mais il n'y a pas de fête, on a rien gagné, là. On est en finale, mais on n'a rien gagné encore. Mais bon, c'est normal aussi, hein, c'était la première fois que je me retrouvais à ce niveau-là. Je veux dire, même Novak, qui était plus jeune que moi, il avait déjà beaucoup plus d'expérience que moi au haut niveau. Voilà, lui, ses parents, ils étaient là depuis le début. Il était investi. Alors, je vais pas dire que j'ai perdu à cause de mes parents, hein. Il y a plein de petites choses qui sont difficiles. Il y a aussi le fait d'avoir un peu moins d'expérience à ce niveau de la compétition. Parce que jusque-là, j'avais rien gagné, moi, à ce niveau-là. J'avais jamais gagné un tournoi ATP. J'allais commencer par un grand chelem. T'imagines, le gars, il a jamais gagné un 250, ni un 1000, ni quoi que ce soit, un 500. Et il va se retrouver à gagner un grand chelem. C'était un peu irréel, le truc. Incroyable. Tu as parlé d'un point hyper intéressant. Tu penses du coup que les Djoko, Rafa, Roger et Murray à l'époque où il était là ont tellement mis de côté les soucis financiers que mentalement, tu te bats beaucoup plus pour marquer la légende de ton sport quelque part? Ouais, ouais. Je pense qu'à un moment donné, bah, je le vois aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je joue clairement parce que c'est ma passion, parce que j'ai envie d'améliorer mes stats, parce que j'ai envie d'être, parce que voilà, j'ai envie de marquer en tant que joueur de tennis et je sais qu'au début de ma carrière, et je pense que c'est complètement légitime d'avoir réagi comme ça, j'avais aussi dans la tête, je vais mettre ma famille à l'abri, je vais me mettre à l'abri pour jusqu'à la normale enfin moi et la génération qui va suivre. Je vais faire plaisir à mes amis, je vais faire plaisir à ma fratrie, à mon frère, ma sœur, et c'est normal, c'est normal. Mais c'est vrai que bah, le fait en fait, à un bout d'un moment, de te rassurer par rapport à ça, bah, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et je pense que moi, finalement, ça sera arrivé tard parce qu'il m'aura manqué peut-être ce grand chelem à un moment donné qui aurait été décisif. Cette année-là, tu t'envoies Bercy aussi. Je me souviens de la couve de Tennis Mag ou de l'équipe, je sais plus, où tu dis Bercy, c'est ma maison. C'est chez moi. Ouais, putain, monstrueux. Est-ce que tu peux, pareil, nous refaire dans les grandes lignes le film de ce tournoi bah, chez toi, pour le coup, assez incroyable, quoi. Ah, anecdote incroyable, hein. Je joue pas tout l'été. Je suis blessé. Je me fais opérer du genou. Et en fait, quand j'arrive à Bercy, j'ai le genou comme un ballon de foot. Et mon entraîneur, il me dit bon bah, tu sais quoi, cette semaine, si t'as envie de jouer, bah vas-y, mais bon, on s'entraîne pas, on fait rien. Enfin, je veux dire, il y a pas d'intérêt. Tu peux pas jouer, tu peux pas marcher. Et moi, je dis non, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Ok, bon, bah, il me dit bon bah on joue, mais voilà, on n'en fait pas à côté parce que voilà, on joue les matchs et puis on voit quoi. Et puis bah moi je prends le truc comme il vient quoi. Je joue mon premier match contre Stepanek, mon genou est pas terrible, mais bon, j'avais tellement de tennis dans les mains que je m'en sors. Je sais plus 4 ou troisième ou un truc comme ça. Je gagne. Je me lève le lendemain matin, mon genou il est un peu dégonflé. Je dis waouh, c'est cool ça. Ouais. Mal. Je joue le match contre Djoko, je crois. Ouais. Et j'ai pas mal pendant le match. Je dis, c'est incroyable. Je joue, je me lève le lendemain, je bats Djoko, je me lève le lendemain matin, je me dis, putain, mais mon genou, il est nickel, là. Parfait. Il a dégonflé complètement, il est normal, comme si j'avais rien fait. Je dis, c'est fou. Ouais. Et là, je joue Roddick, je crois, et je gagne 7-6 au troisième, un match de mammouth. Et là, ça lance le truc, en fait. Quand je bats Roddick, déjà, battre Roddick, pour moi, c'était le Graal.
C'est-à-dire que, ok, j'avais battu Stepanek et Djokovic, c'est des bons joueurs, mais Djokovic, je l'avais battu déjà quelques mois avant en finale du tournoi de Bangkok. Parce qu'après la finale en Australie, je l'ai battu 6 fois de suite, je crois, ou 5 fois de suite. Donc pour moi, ok, bah, Djokovic, c'était bien, mais bon, voilà. Mais par contre, battre Roddick, ça, c'était chaud. Je l'avais jamais battu. Il m'avait battu genre 2 ou 3 fois avant. Et battre Roddick, c'est un truc de dingue. En indoor en plus. En indoor, en plus, il servait comme un âne. Franchement, ça faisait peur. C'est le seul gars où je me suis dit, ah non, là, ça fait peur quand même. Quand il frappait la balle, ça faisait un bruit, et puis la balle venait tellement vite que tu étais obligé de t'écarter. C'est-à-dire que s'il servait le corps, c'était très, très compliqué, quoi. D'avoir le temps de sortir de la balle. Il y a que Federer qui retournait comme ça, on se dit, mais comment il fait? C'est exceptionnel. Et du coup, voilà, ça a lancé ma semaine, et en fait, incroyable, quoi. Et puis, j'étais sur une autre planète. Tous les soirs, je faisais des dîners avec mes potes, parce que je me disais, de toute façon, je vais me foutre. Moi, je jouais foutu, de toute façon. Je faisais des dîners avec mes potes, on rigolait et tout. Magique. Je me levais à 11h le matin pour jouer l'après-midi à 17h, enfin, un truc d'ado. Mais finalement, j'ai fait un tournoi incroyable. Quelle semaine de rêve. Et ce qui était fou, c'est que c'est le tournoi, en fait. Pourquoi on en parle souvent, enfin, pourquoi moi j'en parle souvent, même si c'est vrai que c'est une grande victoire pour moi, c'est le fait qu'en finale, j'ai ramené tous mes potes, tous mes entraîneurs depuis que j'étais tout jeune, tous les gens de la fédération qui me suivaient au quotidien, qui me connaissent depuis que je suis tout petit. Et cette finale où, en fait, je tape la première balle de l'échauffement, et au moment où je lance la première balle, il y a tout le public qui fait olé! Et l'Algérien, il tape la balle de l'autre côté et tout le monde fait bouh! Et là, je dis, bon, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et ça a été l'ambiance de malade. Malade. Quel était le score? Oh, là, tu m'en demandes beaucoup trop parce que je crois que c'est un des seuls matchs. Tu vois, presque les autres, je peux te dire. Mais celui-là, j'étais tellement dans ma matrice. Il me semble que j'ai gagné 7-5 au troisième. Oh, putain, Mais énorme. j'ai gagné le premier 6-3 ou 6-4. J'ai perdu le deuxième 7-5 et j'ai gagné peut-être le troisième 7-5. Tu l'as le score? Le premier lien, c'est Tsonga, un Chinois à Bercy. Je sais pas pourquoi. Ah, t'avais les cheveux bien courts, hein. Ouais, ça a changé. C'est le confinement. 2 novembre 2008, 6-3, 4-6, 6-4. Boum. Ah, 6-4, d'accord. Ouais, tu vois, j'avais dit 5-7, 7-5. Est-ce que Ouais. tu te souviens de ce match incroyable que tu avais fait contre Mario Ancic à Bercy, premier tour, qui termine C'était à. quel tour? J'étais dans les gradins, il y avait plus grand monde, il devait être minuit. Il, Ouais. il fait un de tes retours de service et il reste que le manche dans sa main. Je sers une boulette à 2,24 sur le thé et là, il fait comme ça et en fait, il venait de jeter sa raquette. En fait, sa raquette a été fêlée. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les joueurs, ils vont pas changer de raquette parce qu'on prend un avertissement si on va changer la raquette parce qu'on l'a acheté. Et quand tu prends un avertissement, tu prends aussi un code de conduite, donc tu prends une amende, surtout quand c'est sur des centraux qui sont télévisés, tu prends une grosse amende. Et donc, il s'était dit, bon, bah, je veux pas mettre ma raquette, seulement moi, après, je sers, il essaye de retourner, et en fait, il lui reste plus que le manche dans la raquette, quoi. Et en fait, c'est incroyable, parce qu'on pourrait croire que j'ai cassé la raquette. Mais ce soir, l'ambiance était incroyable là, était incroyable. Les gens disaient allez Joe, c'est toi le patron, Joe. Et c'est venu de là un peu, c'est toi le patron, Ouais. c'était magique. C'est resté. Après, même à Roland, jusqu'à Roland, il y a des gens qui avaient vécu ce truc à Bercy, qui allaient à Roland. Et sur chaque match, ils disaient, c'est toi le patron, Joe. C'était incroyable.